toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Un nouveau débrief pour un derby bien chaud et une belle victoire du Paris Basketball contre Nanterre. Voici ce qui va nous occuper pendant les 20, 25, 30 prochaines minutes, on ne sait pas, on va voir où ce podcast va nous mener. Victoire donc parisienne contre le rival, on va dire, Nanterre, 85-79, joli match à la Carpentier. Et pour cet épisode, on va mener le jeu à deux, pas comme à Paris. Je suis avec Antoine, salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. Je le disais un petit peu sur le ton de la blague, on a vu un Paris Basketball ce vendredi soir, jouer sans meneur de jeu. Je pense que ça va prendre une bonne partie de notre analyse dans ce podcast. Plus globalement, Paris donc recevait Nanterre qui n'avait qu'une seule victoire de retard sur Paris. Paris avait 9 victoires, 8 pour Nanterre qui jonglait un peu avec la zone rouge parce que le 17e Pau avait 8 victoires. C'était donc un match à remporter pour les deux équipes, particulièrement donc pour Paris qui a un peu de mal donc à jauger, jouer les playoffs, jouer le maintien. Cette rencontre était déterminante en fait pour la suite de la saison et elle a été favorablement pour Paris, on l'a dit, donc victoire 85-79. Paris n'a joué sans Tyrone Wallace qui était malade pour cette rencontre et qui laissait un peu dans le pétrin Will Weaver et ses coéquipiers et ses hommes parce que eh bien, il n'y a pas vraiment de remplaçant à Tyrone Wallace dans cette équipe. On n'a pas vu depuis quelques semaines, depuis en tout cas le retour de trêve, une dynamique de jeu qui était vraiment excellente du côté du Paris Basketball. Il y avait des choses qu'on n'aimait pas vraiment, on va pas se mentir. Mais Antoine, j'ai envie de te dire, pour débuter un peu cette analyse dans ce podcast, que le principal est là, c'est la victoire, c'est le succès des Parisiens contre Nanterre. Totalement, tu l'as dit, hein, c'est un derby, donc un derby, ça doit se gagner, on doit tout faire pour, et encore plus dans un contexte comme celui-ci, avant le match, et même j'ai envie de dire, avant même qu'on apprenne la blessure de Tyrone Wallace. C'était un pouls un peu particulier ce match, je ne sais pas ce que tu en penses, ce que nos auditeurs en auront pensé, mais avant le début du match, on était très confiants. Puis l'annonce de la maladie, de l'absence de Tyrone Wallace, on lui souhaite un prompt rétablissement, a un petit peu redistribué les cartes. Mais au final, on a vu une équipe parisienne qui a eu du cœur, on en parlera, qui s'est battue. Ça fait plaisir de voir cette équipe parisienne sortir cet ADN vraiment collective. Et c'était extrêmement important, car comme tu l'as dit, un match peut tout changer dans ce championnat. Et encore plus pour Paris qui est un petit peu entre va-t-on jouer les playoffs, mais va-t-on s'assurer le maintien d'abord, vers quelle dynamique va nous emporter. Je parle au nom du club, bien évidemment. Donc c'était une victoire très très importante et c'est très bien pour Paris parce qu'il y avait énormément besoin. Un peu de dynamique positive en championnat, ça fait vraiment pas de mal. Ah oui, non, c'est sûr que ça fait pas de mal. Je voulais du coup qu'on commence par le gros morceau de ce podcast, vous vous en doutez. Donc, Paris a joué sans meneur. Tyrone Wallace, donc malade. Kyle Holman est toujours blessé. Puis remplacé par Chris Goulding, qui est un vrai arrière et pas un meneur. Ou en tout cas, pas capable comme Kyle Holman de porter le ballon. Ce qui veut dire que c'est un peu inédit cette saison que Paris doit évoluer sans l'un et sans l'autre. Antoine, quelle a été la solution choisie par Will Weaver pour remédier à cela? Comment ça s'est traduit? On a vu, je vais te lancer là-dessus, on a vu beaucoup de Juan Bégarin avec le ballon dans les mains. Comment toi tu analyses en fait on va dire ce bricolage de Will Weaver avec Juan Bégarin et les autres? C'est drôle parce qu'au final, depuis le début de la saison Paris Basketball et Paris Basketball On Air, on a dit que certains joueurs euh, avaient du mal à assumer ce rôle de porteur de balle et au final, ils ont tous été obligés de l'assumer plus ou moins, car tu l'as dit, Jeanne Bégarin l'a assumé totalement à la fin. Enfin, ça s'est installé, peut-être pas naturellement, mais ça s'est installé au fur et à mesure parce que le début de match, on a vu un petit peu, c'était un peu fouillis. On a vu Bégarin, on a vu Gauthier Denis, on a vu un coast-to-coast de Sims, Amar Gegic l'a fait aussi. Tout le monde a un peu essayé de remonter le ballon. Jérémy Evans, mais bon, là, c'est sur de la transition rapide parce qu'il n'y a pas de solution. Et au final, on a vu vraiment Jeanne Bégarin prendre ce rôle de porteur de ballon, de créateur dans un rythme assez rapide. On sait que le up-tempo, le tempo rapide, c'est une de ses marques de fabrique, le jeu athlétique, le jeu qui va vite. Et ça s'est traduit par un joueur qui a vraiment eu énormément le ballon.
Je pense que la stat que tout le monde aura vue, ou ceux qui l'ont pas vu, c'est 10 pertes de balles. 10, hein. Record avant, c'était Tyrone Wallace en début de saison, c'était 9. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et aussi, bah, on en parlait en off avec toi, Flavien, pour rien cacher. Pardon, 9 passes décisives, donc vraiment 9 pertes de balles, 9 passes décisives, un jeu extrêmement agressif, parfois rapide, parfois un peu brouillon aussi, parce que, et c'est pas du tout péjoratif de ma part de dire ça, parce que c'est pas son poste de prédilection, donc il y a une envie de bien faire, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur à l'ouvrage pour Johan Béguerin et pour tous les joueurs qui ont été amenés à jouer ce soir, encore plus pour ceux qui ont porté le ballon. Donc ça a été vraiment, je pense, la stratégie de Will Weaver, c'est-à-dire de jouer un jeu rapide comme il en a l'habitude, comme le Paris Basketball en a l'habitude, et qui de mieux pour mener ce jeu rapide que Johan Bégarin, donc a été, je pense, je sais pas toi, mais extrêmement utilisé ce soir. Jeune a été très utilisé effectivement, je trouve peut-être trop en fait. En fait, j'ai trouvé que Will Weaver, en fait, ce match pour moi prouve beaucoup de choses. C'est, les joueurs en qui, Will Weaver a confiance, à qui donner le ballon dans les mains et ceux en qui il n'a pas confiance. Je t'avoue, moi, avant que le match débute, je me doutais pas forcément qu'on allait voir 34 minutes de Jeanne Béguin en tant que meneur de jeu. Voilà, moi, c'était pas forcément ce que j'avais envisagé. Je me suis plutôt dit, Juan va être sur le terrain en titulaire. Je voyais plutôt à Marguerite, à mon grand désarroi, avoir plus de responsabilités ballon en main, et ça n'a pas du tout été le cas parce que il joue 17 minutes seulement. Il n'y a que Ismaël Kamagaté qui joue moins de minutes. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Je me suis projeté en tout cas dans ce match en me disant le ballon va être plus partagé dans cette équipe. Il n'en a pas été le cas du tout, tu l'as dit, c'est Jeune Béguin qui a récupéré beaucoup de responsabilités ballon en main. Et en fait, je trouve que c'est vraiment pas un cadeau, au-delà du fait que c'est pas son poste. Paris, on le sait, vit un peu aussi grâce aux ISO et au pick and roll que Tyrone Wallace va jouer à outrance. Et là, quand tu vois le début de match, c'était cataclysmique. Enfin, on avait l'impression, il y avait beaucoup d'intensité, mais des deux équipes, des 10 joueurs sur le parquet, vraiment, c'était assez impressionnant. Donc il y a beaucoup de débauche d'énergie, pas beaucoup de réussite au tir. Et dans tout ça, tu vois vraiment que le ballon tourne très mal. Tout le match, globalement, Paris a été sur un fil, j'ai trouvé, sur son utilisation du ballon, sur tu es capable de passer le ballon à son coéquipier. Comme tu l'as dit, on va pas blâmer John Béguin parce que c'est pas son poste. Non, pas du tout, pas du tout. Mais je trouve du coup que ça démontre largement la mauvaise construction de cet effectif. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, mais il n'y a pas de meneur de métier dans cette équipe. Et quand tu as un bis médical qui arrive, ça aurait été peut-être bien qu'il soit capable de porter le ballon plus de quelques possessions, parce que Chris Goulding n'a pas ce rôle, en tout cas, avec le Paris Basketball, l'a très peu fait. Et c'est en fait là où je trouve que c'est un peu dommage. Euh, Est-ce que tu veux insinuer qu'un Michael Roll aurait été utile dans cette équipe? C'est pas du tout méchant contre Chris Goulding qui a fait un bon match. Bah, c'est vrai qu'il a en tout cas montré cette capacité supplémentaire. Après, bien ou mal, il l'avait pas fait très longtemps, mais sur un soir comme ça aurait pu dépanner. Et c'est un peu ce que je vois de ce match, c'est qu'on a un peu envoyé Jeanne Béguin au charbon, sans forcément lui dire comment y aller et comment gérer tout ça. Je trouve son match, alors il y a les 10 pertes de balles évidemment, mais remis dans le contexte global de cette partie, je trouve son match en fait pas, il est pas à côté de la plaque. Il est plutôt bien dans son match. Alors effectivement, il a des pertes de balles parce que techniquement, il a quand même des lacunes pour le poste qu'il occupait ce soir, et il n'était pas forcément non plus très bien aidé par les coéquipiers. Je trouve, mais ce que je trouve important en fait dans cette idée de jouer sans meneur, Paris a joué pour l'équipe plus que pour ses individualités, ce qu'on peut voir un peu de temps en temps. Et moi, là, j'ai vraiment aimé le visage que l'équipe a montré, plus que le niveau de jeu qui a été affiché. Et moi, je trouve que c'est là le plus important. Antoine, je sais pas si tu as un mot en plus sur le jeu sans meneur, comment ça s'est un peu vu. Je pense que, comme moi aussi, tu as vu aussi un peu les périodes où
Paris n'arrivait vraiment pas à casser, on va dire, la défense de Nanterre, où tu faisais juste des passes, comment dire, qui contournaient la ligne à 3 points, et tu prenais un tir un peu compliqué. Juste pour te lancer, parce que je pense qu'on de toute manière, on doit évoquer le sujet. Paris a pris un nombre de tirs à 3 points absolument ahurissant, a pris 37 tirs à 3 points pour 31 tirs à 2 points, et encore, ça s'est un peu équilibré sur la fin. On était quasiment sur du 2 tirs, 1 tiers. Moi, je trouve que vraiment, c'est pas possible d'avoir une sélection de tirs pareil. Je te laisse continuer. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Tu l'as très très bien dit au final. C'est que dans son incapacité de percer la défense de Nanterre, Paris a fait tourner le ballon et donc parfois pris des tirs mauvais. En début de match notamment, le premier tir, les quelques premiers tirs de Toupane, le premier tir de Goulding, enfin, ils ont tous raté des tirs, vraiment beaucoup de tirs. On peut même voir un Gauthier Denis qui a 1 sur 7 à 3 points. Il y a eu vraiment des tirs trop courts, des sélections de tirs qui n'étaient pas bonnes, alors que certains tirs, enfin, certaines positions pardon, étaient ouvertes pour, à certains moments quand la défense de Nanterre parvenait à être un peu perforée. Mais comme tu l'as dit, c'est quasiment, on était en 2 tirs, 1 tiers. De tir à 3 points sur un match, c'est pas possible. Alors j'entends que les possessions sont courtes du côté de Paris, que le jeu était intense et comme Will Weaver l'a à peu près dit en conférence de presse, ben ils ont un petit peu utilisé ils ont un petit peu remodelé les phases, on va dire les systèmes avec un autre joueur qu'un meneur, enfin celle pour mettre en avant Bégarin, notamment je reviens sur lui. Mais c'est pas possible en fait de tirer à ce point-là. Enfin, ça, c'était la conclusion qu'on se faisait, notamment, je pense que tu seras d'accord avec moi, quand Nanterre était encore en position de revenir, quand on voyait encore le score est serré, mais que Nanterre revenait dans cette rencontre et est revenu jusqu'à 4 points, si je dis pas de bêtises. Mais au final, en fait, ce qui permet d'effacer le fait que Paris prenne 37 tirs à 3 points, c'est le taux de réussite de certains joueurs. Le 4 sur 9 d'Axel Toupane pour son retour, qui est important. Le 5 sur 9 de Chris Goulding aussi, qui, on en parlait, a une vraie capacité à shooter, à tirer à 3 points, et il l'a montré ce soir, il l'a démontré. Et tu nous l'as dit en off, et je pense que tu as raison, il a eu des meilleurs tirs, des meilleures solutions de position de tir que contre Strasbourg la semaine dernière. Donc, il y a aussi, on a cette chance-là. Je pense Paris a cette chance-là. Et surtout, cette chance que ces deux joueurs-là rentrent leur tir, car il y en a vraiment énormément qui ont vendangé ce soir. Mais au final, comme tu l'as aussi bien dit, je te répète, pardon, Paris a vraiment, c'est au cœur que Paris a gagné ce match. C'est pas dans le jeu en tant que tel. Et aussi, Paris a gagné parce que Nanterre était pas au niveau qu'on l'attend et produit des prestations depuis quelques temps qui sont un petit peu en deçà. Les fans le disent, les joueurs le disent, le coach le dit, et Paris en a profité aussi. Justement, Antoine, qu'est-ce qui a fait la différence pour Paris pour l'emporter? On voit un peu à la mi-temps un match très serré. Paris qui passe un peu devant, je crois que c'est de 4 points, 41-37 à la mi-temps. Mais l'impression visuelle qu'on a, et c'est un peu la question qu'on se pose, c'est comment Paris arrive à mener dans cette partie. Tellement, bah, après, c'était un peu fouillis, on l'a un peu expliqué tout à l'heure avec l'utilisation de John Miguel en meneur, mais tout était un peu fouillis, très intense. C'était pas forcément du basket de très haut niveau, mais vraiment beaucoup d'envie d'intensité en fait mis par les deux équipes. Et Paris repasse devant à la pause, et puis au retour des vestiaires. Le troisième carton qui n'est pas forcément un carton où Paris a des facilités en tout cas, là a été très salvateur pour les Parisiens. Il y a un 13-0 en retour des vestiaires. Ben, je voudrais bien ton avis, savoir qu'est-ce qui a changé entre la première mi-temps où on se dit, bon, c'est serré, mais il y a moyen, à vraiment cette deuxième mi-temps où on voit un Paris dominateur. C'est beaucoup de mental. Je trouve que ce match s'est gagné au mental et de qui aura le plus de mental et qui en veut le plus. Et Paris en voulait énormément et peu importe les difficultés que l'équipe a eu à traverser, que ce soit dans les absents, que ce soit dans les tentatives d'adaptation de Nanterre, parce que Nanterre s'est quand même battu également. Et il y a eu des séquences où Paris a bien protégé la raquette, a été très présent dans la raquette. On peut le voir, là c'est de la statistique pure, mais quand on voit un 48 rebonds à 30, 14 rebonds offensifs,
pour citer Gauthier Denis, qui prend 5 rebonds dans la rencontre, 5 offensifs. Il y a vraiment eu, bien sûr, voilà, il y a eu une lacune, enfin, il y a eu beaucoup de tirs à 3 points, beaucoup de tirs à 3 points ratés, mais il y a eu cette capacité de Paris de ne jamais vraiment lâcher la rencontre, de ne jamais se laisser abattre. On l'a souvent vu cette saison, on le répète quasiment à tous les podcasts. Il y a toujours ce moment dans le match où Paris va lâcher et on va voir un peu l'équipe adverse revenir, remonter et rentrer tous ses tirs. Ça n'a pas été le cas ce soir. À un petit moment, je crois, je te l'ai dit, je sentais que Paris allait potentiellement lâcher la rencontre. Et au final, on a vu une équipe de Nanterre qui ne rentrait pas ses tirs, qui était vraiment en manque de réussite. Et Paris qui est en face, qui n'était pas non plus un exemple de réussite non plus, mais va vraiment en profiter pour se projeter, même si je viens de dire qu'ils n'étaient pas vraiment en réussite, rentrer ce qu'il fallait rentrer dans les moments opportuns. Et c'est ce qui a fait la différence, c'est cette capacité, cette pugnacité du côté du Paris Basketball qu'on voit en demi-teinte, mais qui a jamais quitté le club depuis ses débuts. Et c'est ce qu'on aime voir de cette équipe-là, en plus dans une ambiance où Carpentier peut prendre feu, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, il faut le rappeler. Mais pour revenir un petit peu sur ça, au-delà des pertes de balles, tout ça, ce qui a vraiment fait la différence, c'est le mental, cette capacité à jamais lâcher, peu importe ce qu'il y avait en face. Moi, j'ajouterais juste que ce qui fait la différence, c'est aussi ce début donc le retour des vestiaires, début de deuxième mi-temps où tu envoies un 13-0 et tu parlais un peu de la réussite au tir à 3 points. Elle était de 5 sur 19 à la mi-temps et elle est de 5 sur 10 à la fin du troisième quart-temps, mais tu es à 5 sur 7 je sais pas, au bout de 6 minutes parce que tu rentres, Gauthier Denis en rentre un, Amir Sims en rentre un, Chris Goulding en rentre un, et en fait, euh, on va dire que la crise d'adresse a été en même temps pour quelques joueurs parisiens. Et en fait, c'est le moment où tu prends les commandes du match et tu ne les as jamais lâchés. Et moi, je trouve que c'est ce moment-là qui a été très important. Euh, je voyais un peu le match partir, en tout cas quand on était à la mi-temps, je voyais un peu le match partir dans un duel où chacun allait se répondre coup pour coup et prendre l'avantage, puis l'autre allait prendre l'avantage, etc. Là, quand tu as eu ce run, tu dis ok, tu as posé les bases de la suite de ta rencontre. Et comme tu dis derrière, Paris n'a pas lâché pour garder son avantage, et c'est là l'important. Et ça me fait ma transition justement pour la suite, parce qu'on va parler de tir à 3 points, on va parler de deux joueurs, mais je voulais qu'on parle d'un premier d'abord. Je parlais d'Axel Toupane, forcément, qui était de retour. Ça faisait quasiment 2 mois d'absence pour une blessure, je crois, au coude, pour l'ailier parisien. Il n'a pas tout fait bien, on va pas se mentir, mais son retour a fait en soi beaucoup de bien à l'équipe, parce que Paris perd un joueur avec Tyrone Wallace pour le match et récupère Axel Toupane. Alors, tu récupères pas les mêmes qualités, mais tu as récupéré un joueur qui, ce soir, a été adroit, ce qui n'est pas forcément son cas depuis le début de saison. Alors, je fais un peu ses stats: 23 minutes, 13 points, 4 sur 9 à 3 points, 5 rebonds, 2 passes. Il finit avec 3 fautes provoquées et donc 12 d'évaluation. Moi, je trouvais son match plutôt bon. Quand on sait que c'est un garçon qui ne met qui met 1,6 tirs à 3 points par match cette année, pour quasiment 5 tentatives. Là, il est à 4 sur 9, donc c'est largement au-dessus de ses moyennes et de son volume habituel. Antoine, je te laisse continuer sur Axel Toupane, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut être satisfait de son retour de blessure et de comment il a été capable d'apporter à l'équipe un surplus, notamment sur le tir à 3 points, là où on ne l'attend pas forcément. Ouais, c'est un vrai retour positif pour le Paris Basketball, parce qu'en plus, Paris perdait un joueur important. On a récupéré un joueur qui a quand même de l'expérience, qui a apporté beaucoup. On aurait pu s'attendre, comme tu l'as dit, à des statistiques, à un apport un petit peu équivalent à ce qu'il produit cette année ou qui peut être un petit peu dans l'irrégularité. On le dit quand c'est irrégulier, il faut le dire quand c'est positif aussi. Et là, pour le coup, c'est positif. Comme tu as dit, c'est pas tout bien, mais par contre, c'est bien. C'est vraiment bien. Ça fait du bien d'avoir accès à Toupane comme ça. La sélection de tir fait peur parfois. Le premier fait peur. On se dit, mais pourquoi? Moi, je vais pas te mentir, toute la sélection de tir fait peur, mais ils rentrent des trucs qui ont un peu de chance, ou qui retombent 3 fois sur l'arceau et qui rentrent. Moi, je pense que la réussite. Il était béni ce soir, plus que d'habitude, dans sa réussite au tir, mais la sélection de tir, pour moi, est toujours aussi mauvaise. Oui, oui, c'est vrai qu'elle était. En fait, elle est aléatoire. Tu sais,
on sait jamais à quoi s'attendre, sauf que maintenant, nous, on est habitués, donc on sait quand il va tirer. Mais là, pour le coup, ça rentre. Mais c'est vrai que c'est des tirs qui, 3 fois sur 4, ne rentrent pas. Donc là, 4 fois sur 9, ils sont rentrés. Donc tant mieux. Tant mieux, ça a apporté. Il s'est battu au rebond, un peu comme toute l'équipe. De toute façon, ils sont tous vraiment battus à l'intérieur pour, euh, pour aller chercher cette victoire. A fait vraiment du bien, parce que, comme tu l'as dit, il joue 23 minutes, mais son apport, il est vraiment conséquent. Et surtout dans des moments où tu as vraiment besoin de calmer un potentiel retour de Nanterre. Donc ça fait du bien. Je pense que Paris avait besoin d'un retour à ce moment-là. Quand tu perds un joueur comme Tyrone Wallace à un poste aussi important, de toute façon, on n'arrête pas de le dire depuis le début du podcast, et c'est normal vu le scénario. Un retour de Toupane à ce niveau-là, ça peut faire que du bien, parce que si on avait eu un Toupane comme on a pu l'avoir cette saison, assez irrégulier et dans sa capacité à prendre feu et à rater, je pense que là, ça aurait vraiment plombé définitivement l'équipe. Et au final, ça ne l'a pas fait. Je pense que justement, il a apporté ce plus comme l'a dit ce soir Will Weaver en conférence de presse, c'est un game changer. Et je pense que oui, sa prestation ce soir fait vraiment basculer la victoire du côté du Paris Basketball. Et j'ai envie de te dire, même heureusement que Axel Toupane était de retour ce vendredi soir, parce que sans Tyrone Wallace, donc avec un jeune béguin qui passe sur le poste de meneur, ça laissait quand même une place vacante sur l'aile. Ça aurait été plus compliqué sans Axel Toupane que s'il n'avait été là, évidemment. Et, et oui, son match, on retient forcément sa réussite à 3 points, mais elle fait beaucoup de bien. Il y a un autre joueur qui a été très adroit, lui, à 3 points. C'est Chris Goulding, on voulait faire un petit focus sur lui également. Chris qui donc termine à 5 sur 9 au tir à 3 points. 15 points donc, il met 22 points, 3 rebonds, une petite passe, 14 d'évaluation, un plus minus de 10 qui est le plus avec Amir Sims. Euh, on l'avait vu une fois à Strasbourg en difficulté sur son tir en prenant des tirs très difficiles, je ne vais pas vous mentir. Là, on a un garçon qui a trouvé des shoots, des positions de tir en tout cas beaucoup plus simples pour lui. Il en a mis beaucoup. On voit tout de suite sur la mécanique que c'est un shooter excellent. Et puis pour sa première à Carpentier, je pense que c'est un peu spécial de rentrer dans un derby un peu comme ça. Lui a fait le job plus de 30 minutes, donc on voit déjà qu'il est capable physiquement de tenir un match de haute intensité en jouant beaucoup de minutes, des grosses minutes, et en étant efficace. Moi, je trouve que le signal, Antoine, est plutôt positif de la part de Chris Goulding ce soir. Il est vraiment positif et comme il l'a dit lui-même en conférence de presse, puisqu'on a eu la chance de discuter un petit peu avec lui, il est dans une période d'intégration, enfin d'intégration rapide, puisque c'est un pigiste médical, et il l'a dit lui-même, il a confessé qu'il avait du mal, enfin, pour lui c'était particulier de rentrer dans un groupe pareil, de pas comprendre forcément les systèmes, comment ça marche, mettre du temps à réagir, à comprendre ses coéquipiers, et il l'a vraiment bien fait ce soir, et comme tu l'as dit, il y a une vraie belle mécanique de shooter, elle est excellente, et il a fait ce qu'il fallait, il a fait ce qu'il sait faire, et avec un peu plus de facilité que contre Strasbourg où les tirs étaient difficiles. Après, voilà, et 5 sur 9, enfin, c'est excellent, c'est un apport et vraiment exceptionnel ce soir pour le Paris Basketball. Il n'a pas forcé à faire des choses qu'il fallait pas faire. Il n'a pas forcé en attaquant à l'intérieur. C'est un shooter extérieur. Il a shooté à plus de 50%, 56 pour être exact. Il provoque 3 fautes en plus. Il prend 3 rebonds, il délivre une petite passe. Donc vraiment, il y a un vrai jeu collectif. Il a réussi à se greffer en très peu de temps dans ce groupe-là qui avait besoin de cette victoire-là. Et comme tu l'as dit, dans un derby, donc une atmosphère particulière, il en avait conscience aussi. Donc son expérience sur cette rencontre-là était plus que positive et vraiment tant mieux pour cette équipe. Ouais, on va faire aussi un point plus général sur lui. Chris Goulding donc, avait initialement signé, en tout cas été autorisé par la LNB à jouer jusqu'au 16 mars, donc hier pour nous. Il a été prolongé jusqu'au 31 mars. Probablement, on verra comment se passe la suite, mais probablement que ce sera un peu plus long en fonction du rétablissement de Kyle Holman qui a été opéré, donc il doit laisser sa place pendant encore quelques semaines.
Moi, je pense que Chris Goulding va être un peu plus longtemps sous le maillot parisien que ce qui n'était prévu au départ. Ce qui était prévu au départ, c'était le 31 mars. À mon avis, ce sera plus long. Voilà, juste pour la petite précision, parce qu'effectivement, on a vu la semaine dernière qu'il avait été signé pour une semaine. Pour un match, ça avait été un peu relayé un peu partout et ça n'avait pas forcément de sens. Je te propose, Antoine, qu'on finisse un peu là pour les pros, en tout cas sur le classement, parce que c'est une victoire qu'on a dit très importante au tableau d'affichage. On va y revenir. Donc, Paris, au terme de ce match, est à 10 victoires, 14 défaites. Au même titre, avec le même nombre de victoires que Gravelines. Paris a un match de plus que beaucoup d'équipes qui vont pas jouer ce week-end. Il y a les quarts de finale et les demi-finales de Coupe de France ce week-end à Trélazé, donc pas forcément de Coupe de France, de Betclic Elite pour beaucoup d'équipes. Il y avait Ah, il y en a plus, je crois, hein. Je crois qu'il y a plus de match, hein. non, il n'y a plus de match ce week-end, ça reprendra en semaine, Ouais. ça reprendra mardi. Oui. Mais du coup, Paris a un match d'avance, et avec ce match d'avance, Paris remonte à la 12e place, je sais plus ils étaient déjà 12e, je crois, donc conserve Oui, ils cette étaient déjà 12e, 12e. la conserve et la consolide, surtout avec 10 victoires. Une victoire de plus que le Portel, deux victoires de plus que Fos-sur-Mer, Nancy, Paul Cortez et le désormais 17e provisoire Nanterre, et que Blois d'ailleurs qui a gagné contre Rouen. Tout le monde est à 8 victoires là, entre la 14e et la 18e place. Antoine, on est sur la bonne affaire, la très bonne opération pour l'instant. C'est cette victoire parisienne contre Nanterre. Aujourd'hui, le maintien, quand même, semble se rapprocher. On va quand même pas porter l'œil. On sait que l'an dernier, ça avait été un peu le cas. On s'était dit, ah, il ne reste qu'une victoire, il reste 5 matchs à jouer. Ça avait été arraché à la toute dernière journée. Là, aujourd'hui, le Paris Basketball a fait un grand pas vers son maintien, mais il en est encore loin. Il en est encore loin, puisque ben, les équipes avancent, les équipes reculent, et comme l'a dit le coach en conférence de presse encore une fois, tu peux vraiment bouger de position en 2 semaines. En 2 semaines, enfin, c'est des séries au basket, et le Paris Basketball en est l'exemple parfait de séries de victoires et de séries de défaites qui peuvent être très longues. Donc ça peut vite porter préjudice, mais pour le coup, on va rester dans le positif. Comme tu l'as dit, le Paris Basketball a consolidé sa 12e place. L'équipe a montré qu'elle avait quand même des sérieux arguments. Faut pas lâcher. Comme tu l'as dit, l'année dernière, toute la saison, on s'est fixé sur les 12 victoires. Au final, tout le monde s'est fait peur à la dernière journée contre le Valois. Maintenant, le but, ça va être de continuer, enfin, d'enchaîner la série positive et de pas se retrouver dans le même scénario que l'année dernière. Il faut absolument éviter le scénario de l'an dernier. Et puis, il y a des concurrents au maintien qui vont se greffer sur la route du Paris Basketball prochainement. Il y aura le Portel fin de mois de mars, il y aura Fos juste après début avril. Et il y aura encore des matchs très importants. Nancy également, je refais un peu le tour, mais Nancy, Blois, il reste encore ce genre d'adversaire à affronter pour Paris. Donc, c'est des victoires potentielles. En tout cas, c'est pas des victoires écrites, mais c'est des victoires sur lesquelles Paris doit absolument compter pour finir sa saison. Et on l'a dit, de toute façon, il faut absolument gagner beaucoup de matchs. Si Paris veut jouer en playoff à la fin de l'année, je pense que ce sera toujours compliqué après la défaite contre Strasbourg, Paris est à 2-1, doit faire, je crois, 11 sur 13 pour arriver plus ou moins à 18-19 victoires, donc ça, en tout cas depuis la trêve. Donc ça, c'est le chemin est encore long. Prochainement, donc les prochains matchs du Paris Basketball, ce sera le 22, c'est mercredi contre Prometheas Patras en Eurocup. Il y a 5 jours hein, entre le match de Nanterre et le match en Grèce, qui vont probablement faire du bien aussi à Paris pour se reposer et pouvoir attaquer je crois que c'est le plus long déplacement de la saison donc en Europe et même tout court. Donc c'est bien aussi d'avoir autant de jours pour préparer ce match. Et puis après, nous, on se retrouvera pour le débrief contre le Cholet la semaine prochaine. Donc c'est samedi soir contre Cholet. Match là aussi absolument capital pour espérer les playoffs pour le coup, hein, un gros, hein, parce que Cholet est troisième du championnat. On fait un petit point sur les espoirs avant de nous quitter, les espoirs qui ont joué en ouverture donc ce vendredi contre Nanterre. Le résultat n'a pas été aussi sympathique avec les jeunes Parisiens. Défaite 76-88, une bonne première mi-temps, notamment de Maëla Moncrespin.
une bonne deuxième mi-temps, de Kylian Aloia, mais ça n'a pas suffi. Il y a eu un gros troisième quart-temps de Nanterre et justement un gros temps faible, des jeunes, parisiens qui donc, se sont inclinés et qui restent toujours avec une seule victoire au compteur. 2 victoires pour le Portel, donc ce serait peut-être bien bientôt. Ils vont bientôt jouer là, le 31 mars, au Portel. Ce serait peut-être, pas mal de pouvoir revenir en tout cas au classement, les espoirs qui ont donc encore perdu, ce week-end. Pour nous, je le disais il y a quelques secondes, on se retrouvera pour un débrief pour le match de Cholet la semaine prochaine, le samedi soir. Entre-temps, il y aura une petite surprise, vous verrez. Ce sera sur YouTube normalement ce dimanche, donc je vous restez à l'affût, vous aurez des infos assez rapidement, sur nos réseaux sociaux, sur lesquels je vous invite à s'abonner. Twitter, c'est @parisb-8onair. Sur Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball On Air. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et sur toutes nos plateformes de podcast. Alors, si je les nomme, il y a Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast. On a 10 heures désormais, donc allez-y, n'hésitez pas à vous abonner et à noter, mettre des étoiles et dire ce que vous pensez du podcast pour le partager peut-être à d'autres personnes ou nous dire ce que vous aimeriez écouter ou entendre chez nous. Et bien, là-dessus, je vais vous laisser, on va vous laisser même. On se retrouvera donc samedi pour le prochain débrief de Paris-Cholet. Et d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Salut!